Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 97 de Famille, Justice, Enfance avec aujourd'hui la suite, la fin de l'entretien avec Damien Meurant de la Marche pour l'égalité parentale. Nous aurons ensuite en seconde partie une intervention de Gérard Osterman, professeur de thérapeutique option médecine interne, diplômé de thérapie cognitivo-comportementale et de pharmacologie, psychothérapeute analyste, qui nous parlera de l'aliénation parentale. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant, dans une situation de conflit familial, se retourne contre un de ses parents? Mais pour l'instant, voici tout de suite la fin du dialogue avec Damien. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc Damien Meurant de la Marche des Pères qui est devenue la Marche pour l'égalité parentale, je voulais te demander, à ton avis, pourquoi dans la société française nous avons autant de mal à faire avancer des idées telles que la reconnaissance de la résidence alternée? Je m'explique. Nous avons des témoignages qui viennent des hôpitaux, des services sociaux, de différents psychologues et autres qui, eux, en fait, ne comprennent pas la résidence alternée puis qui disent des choses aussi basiques que si j'étais un enfant ou si j'étais moi, je n'aimerais pas avoir 2 domiciles et 2 chambres à coucher et en changer chaque semaine. Donc, c'est beau essayer de leur répondre que les enfants qui font comme ça se portent beaucoup mieux que les autres. Nous avons quand même présentement dans la société un déficit de... Enfin, les gens poussent vers un modèle de société de famille monoparentale maternelle avec un second conjoint statistiquement qui essaie de fonctionner. Comment pourrait-on, pour sensibiliser non pas seulement les députés et le gouvernement, parce que là, il va falloir attendre que le gouvernement change, on ne sait pas du tout quelle sera l'Assemblée nationale l'année prochaine, mais quelles sont les actions que l'on peut faire pour essayer de propager la bonne parole au sein de la société et des acteurs de la société? Tout à fait. Alors, c'est très intéressant que tu évoques ce sujet, parce qu'effectivement, on a pour mission de sensibiliser les politiques, mais aussi les parents eux-mêmes. Ça, c'est important. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Les acteurs, les infirmières, les psychologues, les pédiatres, les services pédiatriques des hôpitaux, les intervenants sociaux, ces gens, en fait, qui agissent au jour le jour avec nos enfants. Si jamais tu as la résidence alternée et puis que tu as en permanence des gens qui viennent voir tes enfants pour leur dire « Ah, mais t'en as pas, j'en ai une maison chaque semaine, etc. » et puis qui dénigrent, comment est-ce que ça peut fonctionner, tu vois? Donc, il faut aussi s'adresser à la population. Et la population sont des acteurs et eux, ils sont en province. Donc, comment on pourrait faire pour ça? Alors nous, on a utilisé les médias pour ça. C'était un des rôles de la médiatisation. Il faut bien comprendre que nous, notre but, c'était pas de mettre notre tête dans un écran, c'était vraiment de propager un discours. Effectivement, on a senti qu'à travers cette médiatisation, on a pu toucher une catégorie de personnes qui était assez intéressante, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas au courant de cette situation. C'est-à-dire qu'en général, comme 99,9% des gens qui connaissent la situation, ils sont au courant parce qu'ils sont séparés et ils vivent cette inéquité, cette inégalité. Et donc, mais tant qu'on n'est pas confronté à une séparation, on n'est pas au courant. Et le fait d'avoir été autant médiatisé a sûrement permis à des gens qui n'étaient pas au courant de se rendre compte. Nous, on aime bien faire la comparaison avec un enfant. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais à une période, on disait qu'il fallait coucher le bébé sur le ventre. 5 ans après, les pédopsychiatres se sont mis d'accord. Finalement, les médecins se sont mis d'accord. Finalement, c'est plus sur le ventre, c'est sur le dos. Oui, allaiter l'enfant, c'est bien. Allaiter l'enfant, c'est pas bien. Allaiter l'enfant, c'est redevenu bien. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, je pense concrètement que, en ce qui concerne la résidence alternée, c'est un peu similaire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire admettre. Alors nous, on a une étude qui a été faite très récemment en 2018 qui démontre même qu'un enfant qui est en résidence alternée a plus de livres, a plus au musée, fait de meilleures études, a moins de taux de délinquance que même un enfant qui vit avec ses 2 parents. Ça va jusque-là, quoi. C'est-à-dire que, concrètement, c'est le format idéal pour le bien-être de l'enfant. Mais il faut le faire admettre. Et effectivement, quand un gouvernement veut prospérer sur une idée, il utilise les études qui l'intéressent. Comme effectivement, il y a des études qui disent oui, c'est positif, non, c'est négatif, eh bien, il valide les études qui vont dans leur sens. Il renie les études qui vont contre leurs idées, et puis comme ça, ils sont bons pour eux, quoi. Ouais, puisqu'on est sur ça, d'ailleurs, les députés qui vous ont reçu à l'Assemblée nationale étaient de quel bord? Parce que moi, je me souviens des débats pour le projet La Tombe, et
nos plus farouches adversaires, en fait, étaient, à ma très grande surprise, étaient LFI et à gauche. C'était eux qui disaient que la résidence alternée faisait perdre de l'argent aux femmes et qui parlaient d'arguments économiques pour contrer les demandes d'égalité parentale. Qui c'est qui vous a reçu à l'Assemblée nationale ? C'était des gens, c'était des marcheurs ? C'était qui ? Beaucoup d'LREM. Alors moi, je pourrais vous dire les noms, mais les bords, c'était plus la spécialité à Rémi. En fait, nous, on avait pris comme... on a vraiment voulu parler avec tout le monde. Effectivement, on a senti une grosse réticence du côté écologique. Je sais que les écologistes nous avaient fait une réponse qui fait froid dans le dos et qui parlait exactement de prétexte économique. Oui, les communistes aussi. On avait écrit à tout le monde, voilà. Tous les députés de France à l'époque. Nous avions eu des réponses. On s'était fait insulter, mais avec des mots extrêmement lourds par les gens. Bon, pas forcément les économistes. Moi, je me souviens de réponses de communistes et de LFI qui parlaient d'arguments économiques. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, était une source de revenus pour des familles et il était hors de question de remettre en cause ces sources de revenus. Effectivement. Alors là, c'est des choses qui me dépassent complètement. Alors, dans le sens où, bien sûr, j'ai compris la situation, parce que là, on n'est plus sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ces cas-là, on est sur l'intérêt supérieur d'économie des parents et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout ce dont pourquoi on lutte et ce dont pourquoi le gouvernement devrait faire d'une priorité la chose. Après, effectivement, il y a des choses, là, effectivement, on parle avec beaucoup de parents. Beaucoup disent que c'est pour que la pension alimentaire soit préservée, que la résidence alternée n'est pas mise en place. Malheureusement, je pourrais pas vous dire un constat réel basé sur des chiffres, puisque ça va être que des avis personnels et ça n'est rien de constructif. Mais effectivement, on a la sensation qu'une partie des personnes qui ne veulent pas qui sont contre la mise en place de cette résidence alternée. D'ailleurs, il y a eu un mot, qui a été une formule qui est sortie cette année, qui n'est plus. Donc aujourd'hui, le non-paiement de pensions alimentaires s'appelle de la violence économique. C'est le nouveau terme. Et effectivement, on a bien vu que maintenant, c'est plus trop possible de toute manière, puisque la CAF se substitue et aujourd'hui gère les pensions alimentaires. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Non, mais c'est la violence de ce quinquennat où la simple accusation aujourd'hui, c'est une loi qui date d'il y a 3 ou 4 ans, la simple accusation de violence maintenant suffit à lever les droits parentaux et l'accès aux enfants. Il suffit d'accuser ton ex et celui-ci ne voit plus les enfants. Moi, j'ai des multiples cas qui sont actuellement d'ailleurs très très proches de moi, j'en ai plusieurs là. Il suffit de dire quelque chose et tu ne vois plus les enfants. Et ça, c'est très nouveau par rapport au quinquennat. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces forces qui sont censées être progressistes, pourquoi est-ce que la gauche, de manière générale, qui est censée aller vers l'évolution de la société, elle se contente des arguments économiques et bloque, en fait, se satisfait et est heureuse de voir qu'une partie des parents n'ont pas accès à leurs enfants. C'est une véritable question. Alors, il y a eu un décret qui est sorti pendant notre marche sous M. Dupond-Moretti. Et c'est un décret qui, justement, va dans le sens de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, s'il y a accusation de violence, le parent accusé se voit suspendre son autorité parentale et justifie les NRE le temps de l'enquête. Ouais, c'est ça, qui dure 1 an généralement. Donc, accusation, perte des gamins durant 1 an. Ouais. Alors, nous, on n'a rien contre la préservation des enfants. À la limite, si ça peut préserver certains enfants et protéger certains enfants, il n'y a pas de souci là-dessus, on est pour. La seule chose qui nous a chagriné, c'est que on parle pas de fausses accusations, on parle pas de ce qui se passe en cas si l'enquête démontre que c'est faux, il n'y a pas de sanction derrière. Et donc, déjà que la justice est engorgée aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un appel d'air pour engorger encore plus la justice et surtout encourager les fausses accusations finalement. On va pas se mentir, que ça soit, attention, une mère ou un père, puisque ça peut être fait des deux côtés, mais ça encourage les fausses accusations. Alors ça a été mis en place à partir de février. J'ai pas entendu je sais pas si ça a eu un réel impact pour l'instant, mais c'est vrai que ça nous a mis un coup derrière la nuque parce qu'on était déjà en train de marcher pendant une semaine et quand c'est tombé. Maintenant, préserver l'enfant, oui, bien sûr, on est là pour ça, pour le bien-être de l'enfant. Maintenant, engorger la justice et surtout encourager les fausses accusations, parce que c'est ça aussi, malheureusement, aujourd'hui, une fausse accusation n'est pas condamnée. Alors que finalement, ils condamneraient les fausses accusations, eh bien, il y en aurait une, pas deux. Aujourd'hui, ils se succèdent en général. Je vois des cas où malheureusement, et les parents sont accusés de tout, voire du plus horrible, bien sûr. Oui, ça dépend de l'actualité, tout à fait. On en parle ici régulièrement, mais l'accusation aujourd'hui est une arme de destruction massive dans les conflits familiaux, afin justement d'exclure l'autre parent et de récupérer les enfants et donc, disons-le, la pension alimentaire. Bon, Damien, pour conclure, cette marche vers Strasbourg, là, aura lieu, donc tu m'as dit, en novembre prochain. Je suppose qu'il y aura une mise en place durant l'année. Vous n'avez pas créé d'association, finalement, vous restez sur le mode du collectif. Les prochaines nouvelles seront, tu penses, de quel ordre et vers quand ?
Alors, on a déjà bien avancé, hein. On a déjà toutes les étapes, on a déjà une partie des soutiens associatifs. Là, on va se diriger la semaine prochaine vers les soutiens politiques. Des sponsors aussi, peut-être? Oui, avec la médiatisation qu'on a eue la première fois, on peut essayer d'aller chercher des sponsors sur certains matériels, par exemple. Mais on a déjà une partie il y a une belle organisation qui est déjà faite. Effectivement, on aura déjà, je pense, d'ici, nous sommes fin mars, je pense fin avril, on aura sûrement les soutiens politiques mis en place, qui va nous soutenir politiquement. Et puis, on a déjà tellement avancé que finalement, il nous reste plus tant que ça à faire. Et puis, on va Et un joli site web, tu m'as dit aussi. Tout à fait, marche-égalité-parental.com. Alors, marche-égalité-parental.com, c'est ça? C'est ça, tout à fait, c'est collectif. Et donc oui, effectivement, on est resté sur le terme du collectif parce que c'est une structure qui est beaucoup moins contraignante que peut l'être une association. C'est une structure qui est linéaire et nous, c'est vraiment ce qui nous intéressait et ce qui a réussi la première fois. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de président, il n'y a pas de leader. La personne qui est arrivée la première fois a autant d'importance que la personne qui est arrivée hier, par exemple, ce qui permet à tout le monde de s'investir. Ça, c'est important pour nous. Et vous puis, restez sur un nombre réduit de marcheurs, tu m'as expliqué, pour ne pas encombrer la voie publique, ne pas créer des problématiques. Un certain nombre, il y avait des problèmes de quantité de personnes. Vous restez sur un nombre réduit de marcheurs. Vous êtes 7 ou 8, c'est ça? On sera 10, exactement. Vous restez à 10. Je ne vous demandais pas aux gens de vous rejoindre. On n'est pas en train de faire une cohorte. On va refaire une manifestation. Par contre, une fois arrivé à Strasbourg, on sera à Paris. Et le 5 décembre, on fera une manifestation à Paris, comme on a fait la dernière fois. Donc une manif à Strasbourg et une manif à Paris en fin d'année. Okay. Voilà, on va essayer on sent qu'il y a une belle énergie au niveau associatif, au niveau du militantisme. On sent qu'aujourd'hui, on arrive à travailler de plus en plus dans la main les uns et les autres. On se concentre sur ce qui nous rassemble et pas ce qui nous sépare. C'est une belle chose, d'ailleurs, une belle évolution de cette dernière année, il me semble. En tout cas, c'est le constat qu'on fait. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations arrivent à travailler ensemble et forcément, on aura de plus en plus de résultats tous en travaillant comme ça, en additionnant les points forts. C'est une excellente idée. D'ailleurs, il faudrait que nous co-signions un grand document explicitant la résidence alternée et ses bénéfices, mais que cette fois-ci, tout le monde le signe. Comme on l'a fait il y a 3 ans pour la PPL de Nicole Sanker, il faudrait qu'on mette des documents de sensibilisation auprès du grand public que nous signions tous, absolument tous. Voilà. Ce serait une idée, une bouteille à la mer que je lance, comme ça, essayer de faire un petit peu d'union dans notre communication. Damien, merci. Je vous en prie. Eh bien, écoute, à bientôt et bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs et tout particulièrement à Madame Marie-France Carlier de m'avoir invité à cette 4e conférence internationale hybride, il est vrai, sur la prévention de l'aliénation parentale. Depuis son introduction dans le vocabulaire psychologique, le concept d'aliénation parentale soulève une solide résistance, aussi bien chez les cliniciens que dans le public en général. Richard Alan Gardner a attiré notre attention sur une forme insidieuse d'abus émotionnel d'enfants qui peut être causée par la séparation des parents qui se déclarent la guerre. C'est une forme de contrôle psychologique, on pourrait dire aussi d'un parentage intrusif, mais aucune des classifications internationales n'en reconnaît l'existence aujourd'hui. L'aliénation parentale est devenue, il est vrai, un peu un concept fourre-tout. Le terme même d'aliénation parentale renvoie en effet à l'univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien. Le « a » privatif de aliéner, c'est rompre le lien, c'est-à-dire rendre étranger ou hostile un enfant à un parent. Il n'est pas certain que la violence des conflits à l'origine ou suivant la séparation ait véritablement augmenté en intensité, mais il semble que la nature de ces conflits ait changé du fait de l'importance attachée aujourd'hui au bien-être de l'enfant et à la prise en compte, parfois peut-être même au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences. Alors le phénomène existe-t-il? Aliénation parentale ou auto-aliénation? Si l'on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout juge aux affaires familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle, s'est un jour trouvé confronté à ce type de situation dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette de façon soudaine ou progressive l'un de ses parents.
Ce n'est pas par hasard que Well, je ne sais pas si on le prononce comme ça, Well, appelait en 1989 le syndrome de Médée le fait que chez un parent, on utilisait les enfants pour atteindre l'autre parent. Médée renvoie bien sûr à la mythologie grecque. L'aliénation parentale suppose une manœuvre de la part d'un parent qui utilise des mécanismes de loyauté invisibles ou autres. Et comme le souligne Bruno Hembeck, l'auto-aliénation est plus subtile car l'enfant est au fond pris à témoin, comme témoin et pour témoin, par un parent dans tout ce qu'il peut dire ou faire en fonction des conflits parentaux. L'aliénation n'est pas un comportement brutal et inopiné, mais il apparaît comme la résultante d'une élaboration lente qui se réalise au gré de nombreuses disputes avec plein de conflits et plein de tensions. Ce processus apparaît chaque fois que l'enfant se trouve en quelque sorte écartelé entre deux exigences contradictoires, aimer un parent contre l'autre, et qu'il éprouve alors le sentiment d'être immergé dans un conflit de loyauté, l'exposant en quelque sorte à un choix impossible. Il y a bien sûr beaucoup de souffrances qui en résultent, et les conduites aliénantes ne sont pas nécessairement conscientes. Elles peuvent être subtiles, indirectes, délibérées ou inconscientes, et donc parfois bien difficiles à reconnaître. Il faut éviter le fait de considérer les personnes comme étant toxiques, mais c'est bien le lien qui est toxique. Sortir de l'aliénation, c'est sortir de ce lien néfaste. Il faudrait peut-être lui préférer le terme de captation, d'emprise ou d'instrumentalisation. L'aliénation parentale est, semble-t-il, stricto sensu très rare. Le trouble d'aliénation parentale peut être favorisé par un ou plusieurs facteurs qui renvoient l'enfant à lui-même. Le désir en particulier de réduire le conflit de loyauté, le désir de réparer le parent endommagé, sorte de parentification de l'enfant, et le désir de réunifier le couple parental. Bien sûr, cela tient également des aspects de la personnalité ou du tempérament de l'enfant. L'enfant devient effectivement arbitre devant deux joueurs qui, pour lui, et dans sa tête, forment toujours la même équipe. Le désir de réduire un conflit de loyauté constitue probablement le facteur qui favorise le plus fortement le mécanisme d'aliénation parentale du côté de l'enfant. Plus précisément, il croit que manifester son amour à l'un constitue alors une trahison envers l'autre avec son lot de culpabilité. Pour solutionner son conflit de loyauté, alors il tente tout naturellement d'opérer un clivage, c'est-à-dire la création au fond d'un parent qui serait tout bon d'un côté et d'un parent qui serait tout mauvais de l'autre. Et étrangement, une fois ce clivage opéré, l'enfant va retrouver au fond une zone de confort, sa paix intérieure et déploie alors des comportements plus sereins. Il a troqué son conflit de loyauté pour un mal plus pernicieux, l'aliénation parentale. Par contre, et par conséquent, le conflit de loyauté, malgré le profond malaise qu'il entraîne, reste fondamentalement peut-être un moindre mal. Il indique que l'enfant préserve son amour des deux parents, tandis que le rejet d'un parent, malgré son apparence salutaire, comme on vient de le dire, symbolise une forme de parentectomie, c'est-à-dire qui ampute l'enfant d'une source identitaire capitale. Le parent, lui, souffrant, ne manipule pas réellement, en tout cas pas vraiment consciemment, mais il y a une forme de manipulation qui s'opère parce que l'enfant donne l'impression de faire spontanément un choix qui est lié à ses mécanismes d'attachement. Un enfant face à une maman, par exemple, qui souffre parce qu'elle vient d'être quittée par le papa, va adopter, bien sûr, toute une série de comportements qui sont des formes d'auto-aliénation. Et là, parfois, elles peuvent jeter les bras au ciel en disant « j'ai pas manipulé mon enfant ». Et quelque part, elles ont raison. Ce n'est pas une manipulation, on va dire, consciente. C'est une façon de faire qui fait que l'enfant donne l'impression de choisir spontanément un camp contre l'autre. Et généralement, eh bien, il choisit celui qui souffre le plus à ses yeux. Certains enfants vulnérables perdent leur sentiment d'identité émergente et leur capacité à exercer un jugement, on pourrait dire, réaliste, et ils deviennent psychologiquement enchevêtrés et forment une alliance pathologique avec un parent contre l'autre. Alors la question qu'on peut se poser, corollaire, c'est est-ce qu'un attachement sécure peut être prédictif ? L'attachement est un puissant régulateur émotionnel. Si l'attachement sécure est un lien qui libère, les liens d'attachement peuvent rendre fous quand ils deviennent eux-mêmes aliénants. L'attachement constitue un système motivationnel inné qui va continuer de se développer toute la vie dans une recherche de proximité et de sécurité.
Il est donc le lien unique qui relie l'enfant à une personne significative vers laquelle il dirige son attention. Il peut s'agir de la mère ou d'un substitut qui prodigue des soins et qui établit une relation durable avec l'enfant. John Bowlby a introduit la possibilité d'un attachement multiple, c'est-à-dire que l'enfant pourrait aussi avoir plusieurs figures d'attachement. Mary Salter Ainsworth a noté que les enfants sont très sélectifs dans leur choix de leur figure d'attachement et que toutes les personnes qui évoluent autour d'un bébé n'en deviennent pas forcément une figure d'attachement. La relation d'attachement confère à l'enfant un sentiment, ce qu'on appelle aujourd'hui une base de sécurité. Et c'était une notion d'ailleurs qui avait été apportée par Mary Salter Ainsworth. Celui-là permet d'avoir un comportement d'exploration, car pour l'enfant, la proximité réelle de la figure d'attachement est nécessaire. Mais lorsqu'il grandit, elle est émotionnellement conceptualisée pour permettre la séparation. Le lien d'attachement établi précocement est très important pour le devenir relationnel et personnel, car il détermine grandement les comportements sociaux ultérieurs. Selon Bowlby, l'enfant développe un modèle d'attachement particulier dès la prime enfance et en fonction des soins et de l'attitude, on va dire maternelle pour l'essentiel, à son égard. Par la suite, ce lien avec la figure d'attachement sera intériorisé par l'enfant et servira de modèle pour toutes les relations futures. Donc, en grandissant, les relations de l'enfant seront calquées sur celles qu'il a développées avec sa figure d'attachement. En somme, le lien d'attachement ainsi tissé précocement avec la figure d'attachement, c'est-à-dire le parent ou la personne qui prodigue les soins, est primordial pour le développement de l'enfant et répond à un des besoins de base, on pourrait dire un besoin même fondamental. Et cela passe par la création et l'intégration par l'enfant de ce qu'on appelle les modèles internes opérants, qui permettent à l'enfant de savoir quelle attitude adopter face à sa figure d'attachement et envers les autres de manière générale. C'est-à-dire que si un enfant qui a pu développer un lien d'attachement sécure avec un parent, peut-il être aussi facilement aliéné par l'autre parent? Voilà, c'est bien la question qu'on peut se poser. Le lien d'attachement peut-il éviter, par exemple, que l'enfant rejette le parent avec lequel le lien d'attachement est fort? Eh bien, paradoxalement, plus un attachement est sécure, et plus il va donner lieu à des mécanismes aliénants. Étrange. Mais en fait, on peut l'expliquer. Un attachement sécure, par exemple, peut induire des formes d'auto-aliénation parentale, puisque l'intensité de l'attachement va justifier que l'enfant va se mettre dans le camp de ce parent-là. C'est plutôt là, d'ailleurs, qu'il va falloir faire des diagnostics sur lesquels on va peut-être pouvoir agir. Parce que dans l'attachement, si un attachement, par exemple désorganisé ou ambivalent, peut induire effectivement des façons de s'auto-aliéner, on le comprend assez aisément. L'attachement sécure ne constitue pas du tout une garantie. On peut même penser que cette variable est secondaire dans le cas de l'auto-aliénation parentale parce qu'elle va donner des types d'auto-aliénation, mais elle ne permet pas de préjuger si l'aliénation va se réaliser ou non. Ce qui est pervers dans des situations comme ça de couple en guerre est induit par le narcissisme et qui est problématique, mais ce n'est pas la personnalité d'un des deux, mais la relation et la puissance ou le pouvoir qu'on donne à ces relations qui est en cause. Cependant, il est important de distinguer une situation d'éloignement réaliste où l'enfant s'est éloigné volontairement d'un parent en raison de conduite d'abus, de violence ou de négligence de la part du parent. Ce n'est pas une manipulation consciente autant qu'on pourrait le dire. D'ailleurs, dans beaucoup de familles, de couples, le partenaire accusé d'aliénation parentale tombe des nues parfois en disant « mais j'ai rien fait », il dit « demandez-lui, demandez à l'enfant ». Et donc on enfonce quelque part l'enfant à ce moment-là sous couvert d'une aliénation qui serait instrumentalisée, réalisée consciemment dans l'obligation de s'impliquer encore plus. Cette auto-aliénation est donc probable dans tous les cas de figure. En effet, le comportement aliénant n'est pas réservé exclusivement aux parents présentant des troubles psychiatriques. Il serait, je crois, dangereux de l'analyser ainsi et de ne l'entrevoir que sous un angle de pervers narcissique. La manière dont on envisage le problème n'est pas tant l'aliénation consciente, pensée et réfléchie, de la part d'un parent par rapport à un autre, mais c'est surtout la puissance que l'on donne à l'enfant
et à son pouvoir de prendre parti pour quelqu'un et donc de compenser ce que celui qui est en difficulté peut vivre. Il s'avère donc qu'une situation d'aliénation parentale va causer des dommages à court et à long terme chez l'enfant, et ces enfants démontrent une perte de confiance en eux et dans le monde aussi, associée à des difficultés relationnelles avec leur père, avec lesquelles les relations durables sont difficiles à maintenir. Alors la question, bien évidemment, qui est au centre de ce colloque, c'est quid de la prévention ? Je crois qu'il est indispensable pour un expert, un thérapeute, de pouvoir garder une neutralité au cœur d'une situation familiale et de proposer ainsi à l'enfant une prise en charge suffisamment structurante pour autoriser celui-ci à sortir du conflit, à sortir d'un conflit qui le concerne évidemment, mais qui ne doit pas l'impliquer. Mettre l'enfant donc en retrait est bien la meilleure prévention, et bien souvent, les enfants, on le sait, ne souhaitent pas choisir entre les parents, ils insistent sur l'indépendance de leur perspective. Cette protection doit se mettre en place le plus rapidement possible, à savoir dès que le processus de séparation se fait. Une séparation, ça a toujours été préparé par de nombreuses disputes, par plein de conflits, par plein de tensions. Il est donc primordial de permettre à l'enfant de se sortir de ce climat de tension en le rassurant sur le fait qu'il est concerné, mais pas impliqué. On peut lui dire « ce conflit ne t'appartient pas, donc tu es libre de parler des émotions que tu es en train de vivre, mais ces émotions, par exemple, n'auront pas une puissance telle que parce que tu es triste, papa ou maman ne va pas partir ou rester. » Ces interventions doivent être adaptées à la problématique familiale, aux besoins de l'enfant et à la sensibilité parentale. Ce travail de distanciation permettra à l'enfant de se réhabiliter en tant que tel. Chaque acteur accompagnant une cellule familiale doit être très vigilant au fait de donner beaucoup de puissance aux émotions de l'enfant, car cette attitude renforce aussi les mécanismes d'auto-aliénation, parce qu'en s'en rendant compte que leurs émotions ont une puissance énorme, ça risque alors d'être utilisé à nouveau inconsciemment par un parent qui dira par exemple « regarde, tu vois il est triste, il nous dit qu'il est triste, donc ne pars pas ». Alors, bien sûr, on n'a pas beaucoup d'études aujourd'hui sur les prévalences de l'aliénation, de l'auto-aliénation. Il n'y a pas non plus d'ailleurs de définition consensuelle. Il existe une absence d'outils validés empiriquement. Le terme d'aliénation parentale, certes, a été rendu très à la mode, mais celui-ci peut être utilisé à mauvais escient par certains parents, grands-parents ou avocats. En effet, certains vont alléguer des faits afin d'obtenir la garde de l'enfant. Pour garantir la qualité du lien, il faut maintenir chaque parent dans sa relation avec l'enfant et travailler avec les parents afin qu'ils arrivent à surmonter leur séparation. Un travail d'accompagnement sur le plan psychologique permettra à l'enfant de revaloriser chacun de ses parents à ses yeux. Toute la difficulté étant pour le juge, comme pour l'expert, d'évaluer la qualité antérieure de la relation, souvent niée, tant par l'enfant hostile que par le parent favori et, en quelque sorte, idéalisé. Il nous apparaît également important qu'un travail de sensibilisation et de formation soit apporté aux intervenants concernant l'aliénation parentale. C'est là une notion, je crois, très intéressante qui fait référence à des situations de plus en plus rapportées, mais qui restent malgré tout assez mal connues et entourées de fausses vérités. Pour grandir, l'enfant a besoin d'une référence à ses deux parents. Il revient parfois aux professionnels de ramener à l'enfant la réalité de son autre parent absent, absent, ignoré ou rejeté, qu'il s'agisse d'un contexte de séparation, parfois de décès ou d'abandon. Cependant, une des controverses demeure à savoir quelle est la source de ce trouble. Il est donc indispensable d'analyser et ainsi d'évaluer au mieux un contexte d'aliénation parentale à travers de multiples facteurs. Pour éviter et prévenir le cocktail insupportable d'angoisse, d'affliction, de peur qui peut arriver si la pression n'est pas levée, freiner ainsi le désir de grandir de l'enfant. Et pour cela, Bruno Hembeck propose, je crois, 5 règles qui doivent être vraiment très bien respectées. Et si ma mémoire est bonne, l'enfant doit être autorisé à se maintenir clairement, explicitement, en dehors du conflit parental. Bruno Hembeck nous dit que les émotions dites par l'enfant ne peuvent être contredites, atténuées ou manipulées par aucun des deux parents. Et si les parents divorcent l'un de l'autre, l'enfant, lui, ne divorcera jamais d'aucun de ses parents.
le couple parental demeure, même si le couple conjugal n'existe pas. Et enfin, cette phrase magnifique de Bruno Hembeck, l'amour ne se divise pas quand il se partage. Merci de votre attention.